Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la FAQ les amis, après la victoire du Barça contre Francfort hier. Victoire satisfaisante par rapport aux résultats, mais par rapport au contenu, il y a beaucoup de déçus. J'ai vu beaucoup de déceptions chez les supporters, des choses même que je n'ai pas comprises. On en parle tout de suite, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Pas mal de déceptions donc dans les commentaires hier, même sur les réseaux, j'ai vu des gens tomber sur Lamine Yamal. Oui, il fallait qu'il dribble l'équipe entière, sinon ça voulait dire qu'il a fait un mauvais match. De la déception par rapport à l'attaque aussi du Barça qui n'a pas marqué beaucoup de buts, ça peut se comprendre aussi vu que Francfort a quand même bien défendu et est venu poser un bus. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte en fait. En fait les supporters sont mécontents de ce qui s'est passé sans prendre en compte vraiment la physionomie de ce match. Et c'est assez triste je trouve quand même. Tu ne peux pas toujours gagner 5-0, 18-0, ok, depuis que Flick est arrivé, l'attaque du Barça, elle est phénoménale. On a un Barça qui a retrouvé des couleurs devant, qui marque un nombre de buts, beaucoup plus qu'avant, disons, en tout cas, ça c'est clair. Et même si on encaisse plus, on a quand même beaucoup plus de spectacles et beaucoup plus de buts marqués. Ça veut pas dire qu'à tous les matchs, ça veut pas dire que tu ne rencontreras pas de problème, que à chaque fois on va marquer beaucoup de buts et tout ça. Il y aura des matchs, les amis, dans le futur, dans le présent, dans le passé, il y a eu des matchs qui sont plus durs que d'autres. Et où des fois, tu ne peux pas marquer trop de buts parce qu'en face, ils sont venus pour poser un bus. C'est comme ça et on aura plus de mal. C'est déjà arrivé, même avec Flick, il n'y a pas si longtemps, où on a fini avec Ronald en attaque, à faire des centres et au final, on avait marqué comme ça. Avec Ronald qui met le but de la victoire. Il y a eu des matchs compliqués et il y en aura encore plein. On est le Barça, on a une très bonne équipe qui joue au foot, un coach qui veut mettre en place un football très offensif, assez spectaculaire, voilà, dans les buts, tout ça. On a Lamine Yamal qui est un excellent dribbleur, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde déjà à seulement 18 ans. Donc les équipes en face, à chaque fois, elles vont s'adapter. C'est le Barça, on joue plus bas, on défend beaucoup plus, on met plus d'agressivité, on va perdre du temps dans tout ce qu'on fait, dans les touches, dans les dégagements, dans les trucs. Je dis pas que toutes les équipes font ça, mais en tout cas, voilà, il y en aura plein qui font ça. Il y a Lamine Yamal qui est dangereux. Premier danger, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre 3-4 joueurs sur lui. Pedri fait le jeu de l'équipe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un marquage très serré sur Pedri. Quand il y a De Jong, sur De Jong aussi. Donc voilà, c'est comme ça en fait. Les équipes s'adaptent en face et il y aura des matchs plus compliqués que d'autres. Mais c'est pas la fin du monde non plus, il faut arrêter. Donc première question de CAD qui dit turnover, j'arrive pas à le dire. C'est bon, à un moment tu peux aligner 2 fois la même équipe aussi. Flick 0 pointé sur la compo, l'art de détruire un joueur psychologiquement. Ton attaquant met 3 buts ce week-end, puis ban le match d'après. Flick fautif sur les résultats, tu en penses quoi ? Fautif sur la victoire, tu veux dire ? Bon, oui, par rapport à Ferran, on peut se poser la question de pourquoi du comment. Comme je l'ai dit dans l'avant-match, dans le live d'avant-match, on en a un peu parlé de Ferran et de Lewandowski, est-ce qu'on était satisfait de la compo, tout ça. Il n'y a pas eu forcément de turnover dans cette équipe. Il y en a eu un principalement, il y en a eu 2 évidemment, avec Fermin qui n'était pas titulaire la dernière fois, mais il y a eu Ferran quoi. Sinon pour le reste, c'est pas forcément un turnover non plus. Il n'y a pas eu de changement en défense centrale, il y a eu une continuité avec la défense, avec la même défense. Donc des automatismes peut-être un petit peu plus qui se sont créés sur les derniers matchs et qui ont été maintenus, disons. Toujours une continuité avec Eric Garcia au milieu. Donc voilà, la seule grosse différence, oui, c'est que Ferran... la dernière fois, il y avait Rafinha qui n'était pas là non plus. Donc voilà, mais Rafinha, c'est un titulaire. Mais Ferran, donc, n'était pas là. Peut-être que c'était prévu avant même le match du week-end dernier, où Ferran met un triplé en 40 minutes. Mais tout le monde... Enfin, les supporters sont les premiers à dire que Ferran ne doit pas être titulaire dans les grands matchs, machin et tout ça. À se plaindre quand Ferran joue. Et si Ferran sort pond une bouse. Concrètement sur le terrain. On a vu contre Chelsea, Ferran, dès les 5 premières minutes, il a une grosse occasion, face à face, il tire à côté. Donc là derrière les supporters, ils ont dit, je dis pas forcément toi, mais en général, les supporters, ils ont dit voilà pourquoi Ferran, faut pas qu'il joue dans les grands matchs, voilà pourquoi ça doit pas être l'attaquant, machin. Ligue des Champions, donc on se dit, on va mettre Robert. Peut-être que Flick, dans sa tête, avant le week-end dernier, avant le match, il avait dit, bon, là cette fois-ci, je mets Ferran, comme ça je fais reposer tranquillement Lewandowski, il se repose 90 minutes,
minutes et il sera titulaire contre Francfort, tu vois. Maintenant, il s'avère que Ferran, effectivement, a fait un très bon match, il a mis un triplé. Donc en pleine confiance, tout ça. D'ailleurs, il fait une bonne rentrée contre Francfort. Et derrière, tu mets Lewandowski, tu t'attends à ce qu'il fasse un bon match et il te pond une bousasse. Donc c'est compliqué derrière. Si Lewandowski avait fait un gros match et qu'il avait mis un triplé, tu vois, il n'y aurait pas eu ce débat de dire ouais, il a fait n'importe quoi avec Ferran Torres, tu vois. Mais il s'avère que Lewandowski, c'est très très compliqué cette saison. C'est très compliqué depuis un moment, mais disons que ces défauts dont on parlait déjà depuis des mois, où je vous disais qu'il va mettre 6 heures à faire un contrôle, à se retourner, à se décider, qui ralentit le jeu, tout ça, qui manque de mobilité aussi, Lewandowski, surtout dans une défense comme ça, où ils sont très regroupés, où tu as besoin de dynamisme, de joueurs qui font des appels, qui bougent beaucoup pour essayer de bouger ce bloc, d'avoir un Robert qui est assez statique, assez lourd et assez lent, évidemment ça ne va pas t'aider. Voilà, c'est tout. Maintenant il y a eu des changements en deuxième, il faut pas aussi occulter que les changements ont aussi été très bons. La rentrée de Rashford, je pensais pas qu'il allait faire rentrer Rashford, et moi-même j'aurais pas fait rentrer Rashford. Enfin, quand je vois le match, je me dis pas faisons rentrer Rashford, tu vois. Et pourtant il rentre et il fait la différence. Il fait la différence, et son positionnement, même si Rashford n'est pas un joueur monumental dans son contenu avec ballon, son positionnement déjà en étant un ailier qui collait un peu plus la ligne, a étiré un peu plus cette défense. Baldé qui montait de temps en temps intérieur où il débordait, et à la fin du match on s'est retrouvé avec De Jong et Pedri beaucoup plus haut et avec Garcia en seul 6. On a changé de système en cours de match. Garcia est passé seul pivot avec Pedri et De Jong qui étaient les plus relayeurs, tu vois, comme des 8 un peu plus haut sur le terrain. Ce qui fait qu'on a aussi un petit peu mieux joué à ce moment-là. On menait déjà 2-1 à ce moment-là, mais en tout cas on jouait mieux. Donc il y a eu des choses qui ont été changées par Flick, ajustées. Voilà, il a fait des choix pour la deuxième mi-temps, et ça a fonctionné. Maintenant, ouais, concernant Ferran, peut-être que c'était pas le bon truc à faire. Il sort il a mis 4 buts en 2 matchs, je crois. Il avait mis un but avant aussi. Donc bon, tu peux peut-être, oui, question de confiance, tout ça. Mais bon, je trouve un peu dur quand même. Ensuite, on a Mobala Godou qui dit salut tonton, salut frérot. Qu'as-tu pensé du match ? T'as pas cette impression qu'on a manqué de rythme alors qu'on a dominé le match, et Flick qui attend la deuxième moitié de saison pour intensifier l'entraînement? Concernant l'entraînement, j'en sais rien. Concernant le match, oui, on a manqué un peu pas forcément de rythme, parce que dans le sens où dès qu'on perdait la balle, le contre-pressing était vraiment bon. On a des joueurs qui ont fait les efforts pour faire de pressing, pour récupérer la balle haut, rapidement aussi, donc en termes de rythme, ça va, tu vois, défensivement. Mais c'est avec ballon. Avec ballon, on avait cette sensation d'attaque peut-être un petit peu trop statique. On sait que Lamine Yamal ne fait généralement pas d'appel dans la profondeur. Il préfère recevoir le ballon dans les pieds. Fermin, un coup, il était au départ au milieu, plutôt demi-espace droit, et s'est retrouvé après ailier gauche à la place de Rafinha. Rafinha qui a échangé avec lui. Donc Rafinha était peut-être un des seuls à faire les appels en attaque. Donc oui, il y avait ce manque-là de mobilité, tu vois, en soi. Donc oui, tu peux dire rythme, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas que ce soit un manque de rythme vraiment, parce que les joueurs, comme j'ai dit, sans ballon, vraiment ils ont défendu, ils ont fait les efforts, hein. Le début de match, la première mi-temps, je la trouve plutôt bonne défensivement parlant. Même si on prend le but, défensivement parlant, c'est quand même solide, je trouve. Franchement, on récupère rapidement, on fait un bon pressing, un bon contre-pressing. Ça m'a plu en vrai, même si le contenu du match, offensivement, avec le ballon, n'était pas fou. Défensivement, déjà, je trouvais ça positif. Maintenant, oui, ça manquait de dynamisme, et c'était difficile face à un bus, quoi, comme ça. Ensuite, il y a Bola qui dit salut, Caféo. Salut. On avait 11 Arro en première période, beaucoup de passes ratées. Je sais pas, j'ai pas eu vraiment cette sensation. Maintenant, les passes ratées, oui, il y avait beaucoup de densité dans l'axe, donc il y avait pas trop d'espace, disons, et c'était un peu compliqué, tu vois. C'est plus compliqué de réussir ses passes quand il y a beaucoup de monde et qu'il y a peu d'espace. Voilà. Maintenant, ça m'a pas choqué de fou non plus les passes, mais peut-être. On a été beaucoup mieux après l'entrée de Rashford, oui. C'est question de système, je pense, de placement. Voilà. Et puis l'apport de Rashford aussi, hein, évidemment, par sa passe, tout ça, hein, les passes qu'il pouvait faire, tout ça, il a bien joué, bien combiné avec Baldé, j'ai trouvé aussi. Mais déjà, rien que son positionnement, déjà, au niveau du système, ça a changé quelque chose, et on était mieux du coup. Mais on est toujours nul niveau efficacité. Non, je trouve pas. Face aux grosses équipes, on va payer sa cash comme face à Chelsea. On n'a pas été mauvais en termes d'efficacité, les gars. Quand tu regardes les statistiques, en termes d'expected goal, donc de buts attendus, statistiquement parlant, juste, vraiment purement statistique sur l'efficacité, on est bien, hein. On n'est pas hyper efficace, on aurait pu marquer plus que ce qui était attendu, mais on n'a pas manqué d'efficacité. Les expected goals, par exemple, on n'était pas à 5 expected goals et on a mis 2 buts, tu vois. C'était pas ça. Hier, en expected goal, on est à 1,84. On a mis 2 buts. Donc il y a
1,84 buts attendus. Bon, c'est bidon comme stat parce que c'est voilà. Un petit peu moins de 2 buts attendus. On a mis 2 buts. Eux, ils sont à 0,76. Ils ont mis 1 but. En termes d'efficacité, les deux équipes ont été dans les standards, disons. On n'a pas eu énormément d'occasions. Donc peut-être que ce que tu voulais dire, c'était pas forcément le manque d'efficacité, mais c'était plus le manque de dangerosité vraiment sur la cage adverse, tu vois. On s'est pas créé beaucoup d'occasions. Mais par rapport aux occasions qu'on s'est créées, on a mis le nombre de buts assez correct qu'il fallait, tout simplement. C'est juste qu'on s'est pas créé trop d'occasions très dangereuses, quoi, je trouve. Ensuite, il y a Suo qui dit le match qui lance la saison de Koundé, peut-être que ça va le rebooster, lui donner la confiance pour la suite. Mais bon, généralement, les buts pour les défenseurs, tu sais, c'est pas... Je sais pas si c'est ça qui le motive. Non plus, c'est pas si c'est ça qui va le faire décoller cette saison. Je pense que s'il avait eu un match référence contre un gros joueur, genre par exemple, il est face à un Mbappé, tu vois, on connaît les qualités d'Mbappé ou d'un Vinicius, tu vois. Un joueur qui est chaud, tu vois. Cette saison, il est face à lui et il le pocket, il le bousille et le lave pendant tout le match, il le pocket, il récupère tous les ballons, l'autre il est inexistant. Bah, je pense que ça lui aurait donné plus confiance que ça, là, les 2 buts qu'il met, tu vois, en soi. Les buts, ça va donner confiance aux attaquants, tu vois, parce que voilà, mais Koundé, la plupart du temps, il se retrouve pas dans ces situations-là à devoir marquer, tu vois, même s'il fait beaucoup d'appels et tout ça, et ça fait plaisir aussi pour lui qu'il soit mis un peu en lumière, parce que souvent, les joueurs comme ça, ils prennent pas la lumière, mais en soi, bon, voilà, maintenant, ça va lui faire plaisir, évidemment, ça va rebooster, il va recevoir aussi énormément de compliments et tout ça, donc forcément, ça va peut-être l'aider à se sentir mieux, tu vois, et à pouvoir mieux performer, j'en sais rien, tu vois, mais bon. C'est assez drôle parce que il y a l'info qui sort comme quoi il voudrait plus jouer latéral, il veut jouer en défense centrale. Lui, il dément dans la foulée quasiment, il dément ça sur Twitter. Et après le match Ligue des Champions, le lendemain, il met un doublé en tant que latéral. C'est assez drôle, je trouve. C'est marrant. Ensuite, il y a Selim qui dit salut Café, salut frérot. Avis sur Rafinha faux 9, Rashford à gauche, Rooney à droite et Lamine 10 pour le futur. Non. Je trouve que ça colle pas, les amis. Déjà, je comprends pas comment on peut mettre un faux 9 et un 10 sur la même truc, parce que pour moi, le faux 9 évolue plus ou moins dans la zone du 10, tu vois, que le 10 doit évoluer. Donc forcément, bon, maintenant je dis pas, hein, peut-être que ça veut pas dire qu'ils vont se marcher dessus. C'est pas des robots, tu vois. Ils peuvent s'adapter et essayer de ne pas forcément évoluer dans les mêmes zones. Mais un faux 9 doit redescendre au cœur du jeu, faire le jeu. Rafinha, c'est clairement pas son jeu. Clairement pas son jeu. Rafinha, c'est un joueur de profondeur, c'est pas un joueur qui vient, ça veut pas dire qu'il peut pas venir pied et essayer de participer au jeu et tout ça. C'est ce qu'il fait. Il apporte des solutions aussi pied. De temps en temps, il vient demander la balle, hop, il remise, tout ça. Mais c'est clairement pas un faux neuf, Rafinha. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Pas du tout. Il y en a plein qui voulaient le voir jouer au milieu. Il peut jouer au milieu dans le système dans lequel on joue actuel, parce que le milieu, il se projette beaucoup dans la surface. Donc pourquoi pas, allez, allons-y. Par contre, jouer faux neuf, être le meneur de jeu de l'équipe, Rafinha n'a clairement pas le profil. Pas du tout. Lamine, oui, voilà. Mais du coup, faux 9-10 pour moi, c'est pas compatible. Et Rashford à gauche non plus. Je veux dire, là, il a été bon hier, ok, mais j'oublie pas ce qu'il apporte dans le jeu. Encore une fois, c'est comme je l'ai dit hier dans le débrief, mais la saison de Koundé, elle est très compliquée. Il fait une saison délicate. On voit qu'il n'est pas du tout au niveau qu'il avait la saison dernière. Il a mis 2 buts. C'est pas pour autant que je vais être là. Ouais, les gars, il a mis doublé. Koundé trop fort cette saison, tu vois. Non. Il a été très bon hier, il a marqué les 2 buts, ça va lui faire du bien, je suis très content pour lui, tout ça. Il montre aussi qu'il est important dans cette équipe et que voilà, qu'il peut être sous-coté par moment, mais ça reste quand même une saison délicate pour Koundé, tu vois, ça n'a rien effacé. Et Rashford, c'est pareil, il est rentré, il a été décisif dans le match, il a fait plutôt un bon match maintenant. Dans ce qu'il apporte depuis le début de la saison, dans le jeu, je trouve que c'est compliqué. C'est pas forcément adapté pour le moment au système de Flick. Quand on voit Rafinha à la place de Rashford, à gauche, c'est le jour et la nuit. On l'a vu sur les derniers matchs depuis le retour de Rafinha. Quand Rafinha est revenu à gauche et a remplacé Rashford, ça avait rien à voir, quoi. Rafinha est beaucoup mieux, beaucoup plus adapté, beaucoup plus fort, tout ce que vous voulez. Maintenant, Rashford, peut-être qu'il lui manque un peu de confiance, je ne sais pas quoi, de repères peut-être, mais voilà. Donc non, déjà, Rafinha faux 9, non, je le mettrai à gauche, donc je ne mettrai pas Rashford. Rooney à droite, ouais.
Pour le moment, non. Je dirais que non. Après, ce n'est que mon avis, hein, encore une fois. Ensuite, il y a Nordine qui dit salut café, salut frérot. Perso, ce match m'a fait un peu redescendre pour la CL, pas toi. Trop de suffisance. Non, ça m'a pas fait redescendre. J'étais déjà redescendu bien plus tôt avec la Ligue des Champions. On voyait que c'était très compliqué, que cette saison, le début de saison, on l'a vu que c'était pas la même que la saison dernière. Moins de confiance, moins de confiance dans le jeu avec ballon, moins d'efficacité devant, une attaque moins en feu, une défense beaucoup plus fébrile que le début de saison dernière. Donc on avait vu que ça allait être plus compliqué cette saison. Donc franchement, je m'attendais pas à des folies, tu vois. Malheureusement, on a perdu Inigo, on n'a pas pu se renforcer, on n'a pas pu renforcer l'équipe. Cette saison, on a fait venir Joan Garcia, qui est une très bonne recrue certes, mais c'est tout. Et Rashford en prêt, mais c'est un joueur de rotation et il fait le taf dans son rôle qu'il a. Mais derrière, c'est pas assez. Tu perds Gavi, t'as Bernal sur le retour, t'as Casado qui est pas en forme. T'es obligé de mettre Eric Garcia au milieu, alors que de base, il démarre la saison en latéral, donc c'était pas prévu qu'il joue au milieu. Bref, et t'es obligé un peu toujours de bricoler. T'as Olmo et Fermin qui, un coup, sont pas bons, un coup, sont blessés. Donc voilà, t'as pas non plus une équipe qui est... En soi, si tu regardes l'effectif sur le papier, il est assez complet et on peut faire de belles choses. Sauf que t'as Ronald qui est en dépression, t'as Christensen qui joue jamais, on sait pas pourquoi. T'es obligé de mettre GG Logot à gauche. Enfin bref, t'as plein de trucs comme ça. T'as pas de remplaçant pour Baldé. Koundé, son remplaçant, il joue au milieu actuellement. En fait, la réalité, non plus, quand tu regardes sur le papier, ça va. La réalité, elle est un peu plus complexe, quoi, je dirais. Elle n'est pas catastrophique, attention, mais c'est plus compliqué quand même. Donc ce match-là ne m'a pas fait redescendre. Encore une fois, je l'ai dit au début de la vidéo, mais les gars, il faut aussi bien se rendre compte que... Je vais le mettre là, je vais mettre une capture d'écran. La défense de Francfort, hier, c'était un gigabus. Ils ont joué en 6-3-1, les types. Ils étaient 6 par moment derrière. 6 joueurs en défense. C'est dur d'attaquer face à des défenses à 6. Marquage individuel sur les joueurs dans le demi-espace. Marquage individuel sur les ailiers. Lewandowski qui est pris, qui est dans la masse en plein milieu. Là, déjà qu'il n'a pas beaucoup de mobilité, qu'il est un peu lourd. Mais en plus de ça, il y a 50 joueurs sur lui dans l'axe. Pedri qui est obligé de jouer très bas parce que pour toucher les ballons, pour essayer de construire. Bon, il n'était pas obligé de le faire, mais en tout cas, il l'a fait en première mi-temps. Donc non, c'est pas... moi, ce match-là, je le trouve compliqué de base. Et c'est pas du tout la catastrophe. Je comprends vraiment pas toute cette déception. On peut être déçu parce que le match était pas fou, mais c'est pas la fin du monde du tout. Hein. Ça arrive Déjà, ça arrive de passer à côté de ces matchs de base, et ça arrive de tomber sur des équipes qui vont défendre et où tu vas avoir du mal à marquer des buts ou à attaquer, tu vois. Ça veut pas dire qu'on a fait un bon match et qu'ils ont été trop forts et qu'ils ont bien défendu. On n'a pas fait un match fou, en première mi-temps, on n'a pas très bien attaqué, tu vois. Il y avait que Lamine Yamal qui essayait d'attaquer et c'est tout, tu vois. Le reste, c'était très un peu soporifique, tu vois, quand on avait le ballon. Mais quand même, c'était pas non plus évident. Faut aussi le souligner quand même. Ensuite, il y a Sharon Crossboy qui dit Koundé est défenseur et attaquant. C'est normal qu'il manque des ballons, non? Il en a pas manqué là. Hier, il a marqué deux buts. C'est beau. Oui, c'est bon, j'en avais déjà parlé, mais bon, je me répète souvent pour... redonner un peu actualiser mon avis ou rappeler des choses, mais c'est vrai qu'on dit souvent Koundé, voilà, il passe à côté de ses matchs. Ouais, Koundé physiquement il est pas au niveau, machin. Même Baldé, ça fonctionne pour lui aussi parce qu'il a le même rôle de l'autre côté, mais c'est des latéraux qui sont toujours à attaquer, toujours à faire des appels. Koundé, on le voit, il libère énormément d'espace pour Lamine, il fait tout le temps des appels dans le vide, comme je l'ai dit dans le débrief hier, il court, le Koundé est toujours obligé d'essayer de libérer des espaces, de se proposer, faire un appel, voilà, et dans le vide, et déjà ça c'est épuisant physiquement, mais même mentalement, de faire des appels où tu sais que tu n'auras jamais la balle, mais tu fais un appel juste pour courir dans le vide, pendant 90 minutes tous les 3 jours, c'est chiant de fou, et derrière, attention, ça part dans ton dos, il faut redescendre. Et puis quand t'es en défense placée, attention, il faut s'aligner haut, jouer le hors-jeu. Les défenseurs, Gérard Martin l'avait dit, mais Inigo Martinez l'avait dit, et Gérard Martin avait réagi par rapport à ça. Mais Inigo, il avait dit... au début, quand on jouait la ligne du hors-jeu, j'arrivais pas à dormir la nuit. Tellement il fallait tellement une concentration de malade mental pour essayer de bien s'aligner, tout ça. Les soirs de match, les mecs avaient du mal à dormir. Et Gérard Martin, il a dit, ouais, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Koundé, en plus de ça, il doit monter, faire des appels constamment. Essayer de proposer à Lamine Yamal, essayer de partir à l'intérieur, à l'extérieur, débordement, tout ça. Donc déjà, mentalement, c'est compliqué, mais physiquement aussi. Donc c'est évident que Koundé, cette saison, il soit un peu plus fatigué. Moi, je critique pas Koundé par rapport à ça. Quand je dis Koundé est plus fatigué que la saison dernière,
c'est pas de sa faute. Les mecs, c'est des humains, c'est pas des machines. Hein. C'est pas des robots, les types. Hein. Il enchaîne. La saison dernière, le nombre de matchs qu'il a fait, c'était limite un record, je crois. Il a joué un nombre de matchs incalculable. Une intensité folle à faire des courses, des allers-retours. Le poste de latéraux, c'est pas évident. Enfin, dans un système comme ça, évidemment, si t'as des latéraux qui restent en défense, ça va, t'es tranquille. Donc oui, il faut souligner ça aussi. Ensuite, il y a Naël qui dit Lamine a 3 joueurs sur lui et on n'arrive pas à profiter de ça. Il faut plus de mouvement. Enfin, c'est une question. Est-ce qu'il faut plus de mouvement? Oui, il faut plus de mouvement. Je vais vous montrer aussi une image. Voilà, il y a eu pas mal de critiques envers Lamine hier. J'ai pas compris du tout ça non plus. Pour moi, c'est assez lunaire de critiquer Lamine. C'est fou, je trouve. C'est assez fou. Sur l'image que je vous montre, là, Lamine Yamal, il y a 4 joueurs sur lui. 4 joueurs sur lui. Donc, ouais, toi, tu dis il y a 3 joueurs sur lui, tu vois, mais des fois 3, des fois 4. Et effectivement, la question à se poser, c'est pas comment ça se fait que Lamine Yamal n'arrive pas à passer. Il y a 50 joueurs sur lui. Vous voulez qu'au bout d'un moment, il fasse quoi? Faut arrêter. Faut arrêter de... C'est lunaire, je trouve. T'imagines, t'as ton meilleur joueur de ton équipe qui essaye de se démener pendant 90 minutes quasiment. Il a 3-4 joueurs sur le dos. Il arrive quand même à faire des différences de temps en temps et à créer des actions juste avec ses dribbles à lui. Et on trouve encore le moyen de venir lui tomber dessus. Quel genre de supporter on est? Franchement, qu'un mec qui passe à côté de son match, qui fasse pas les efforts, qu'il soit nul, qu'il soit mauvais, que machin, là tu peux tomber dessus, tu peux en attendre plus. Tu peux dire ouais non ça c'est pas normal, c'est pas normal que lui il presse pas alors que le joueur il passe devant lui, il marche, tu vois, c'est pas normal que machin, tu peux trouver tous les défauts du monde. Mais dire que Lamine Yamal aurait dû faire plus de différence alors qu'il avait 40 joueurs sur lui, les gars c'est pas normal. Il faut arrêter. Maintenant, la vraie question, et c'est pour ça que je la trouve intéressante, cette question, c'est Lamine avait 3 ou 4 joueurs sur lui, qu'est-ce qu'ont fait les autres, tu vois? Il faut se servir de ça. Un joueur, malheureusement pour lui, Lamine, c'est comme ça. De toute façon, pour le reste de sa carrière, pour toute sa carrière, ça fait partie des lourdes tâches, on va dire, des grands joueurs. C'est que la plupart du temps, les grands joueurs qui font la différence, ils ont 40 joueurs sur eux. La cible principale de l'adversaire, c'est Lamine Yamal. C'est les meilleurs joueurs de l'équipe. Ils vont essayer de les marquer de près, mettre 2-3 joueurs sur eux pour les empêcher de faire des différences. C'est comme ça, on le sait. C'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Maintenant, il faut trouver une solution aussi ailleurs. Lui, il attire, comme tu dis, 3-4 joueurs. Ça peut normalement libérer les autres, logiquement. Et c'est là où il faut arriver à faire des différences. Peut-être que Fermin, en début de match, n'arrivait pas dans le demi-espace, parce que c'est proche de la mine. Peut-être qu'après Rafinha non plus, j'en sais rien, mais oui. Et pour ça, il faut plus de mouvement. Il faut créer des mouvements, utiliser en fait ce truc-là. Lamine, c'est notre plus grande force offensive. C'est celui qui va faire le plus de différence. Après, il y a Rafinha aussi, évidemment, par ses appels, son activité, tout ça, ok. Mais Lamine, purement footballistiquement parlant, balle au pied, en termes de différence faite, c'est lui le plus dangereux de notre équipe. Donc il faut aussi se servir de ça. Un petit peu comme si Lamine c'était l'appât et derrière il faut essayer parce que Lamine il va pas pouvoir dribbler 50 joueurs, donc derrière il faut aussi les punir, tu vois, se servir de ça pour chercher d'autres faiblesses, tu vois, des faiblesses dans la défense. Ça n'a pas vraiment été fait hier malheureusement, mais comme on l'a dit, ça manquait, comme tu l'as dit, oui, ça manquait de mouvement, exactement. Il y en a un au début tout à l'heure, il a dit ça manquait de rythme, c'était pas le bon mot, j'ai dit ça manquait plutôt de dynamisme, de mouvement, effectivement, d'appel, de Lewandowski, voilà. Donc ça manquait pas forcément de rythme, mais oui, ça manquait de mouvement, je trouve. Ensuite, il y a Joe qui dit: je tenais à m'excuser pour Gérard. GG le GOAT, tu as eu la vision. Alors, non, j'ai eu la vision, j'ai jamais dit non plus que GG le GOAT était trop fort et machin. On va pas non plus, je vais pas faire le gars, si, vous voyez, je vous avais dit. Moi, ce que je crois, dans mes souvenirs, parce que comme je l'ai dit aussi en live, des fois je dis beaucoup de choses et tu sors plus de 300 vidéos par an. Tu fais des lives avant les matchs. Je sais pas combien d'heures cette année j'ai parlé du Barça, mais ça fait beaucoup d'heures. Généralement, en plus, je sors des vidéos assez longues. Donc évidemment, me souvenir de tout ce que je dis, des fois, c'est délicat. Mais ce que j'ai dit sur GG le GOAT quand il est arrivé, c'était que c'était un soldat, tu vois. En équipe B, c'était un joueur, une sorte de pilier de l'équipe sur qui tu pouvais compter, qui faisait le taf, tu vois. Un joueur assez fiable, voilà, tout simplement. Professionnel, fiable, humble,
travailleur, tout ça, tu vois. C'est pas un talent fou dans le sens où c'est pas un joueur spectaculaire, c'est pas un joueur qui, waouh, tu vois, ce joueur-là, il a un truc spécial. Peut-être que tu te dis ça parce que c'est GG le GOAT, c'est que il a un truc spécial quand même malgré lui. Parce que tu sais pas ce qu'il fait là. Mais en vrai de vrai, c'est un joueur, voilà, c'est un joueur qui est travailleur, qui est fiable et tout ça, et généralement qui fait le taf. Il va peut-être pas faire des folies, tu vois, mais normalement il fait le taf. Bref, ça c'est ce que je disais quand il est arrivé. Mais quand il est arrivé, il jouait latéral. Et en tant que latéral, c'est vrai qu'il manque de vitesse, il manque d'explosivité pour faire des différences offensivement et défensivement. Offensivement, là où il faisait des différences, c'est par sa qualité de passe, sa qualité de centre. On l'a vu contre l'Inter la saison dernière où il fait 2 passes D dans un match. Quand même, en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas rien pour GG le GOAT. Mais derrière, oui, les retours défensifs comme le font Baldé, Koundé, avec la vitesse qu'il a, GG, et la corpulence aussi, parce qu'il a quand même un gabarit plutôt de défenseur central, c'est pas évident pour lui. Il avait dit récemment, il a parlé, il a dit que c'est pas le même football qu'il pratique en tant que défenseur central et latéral. On lui demande pas les mêmes choses et il doit s'adapter. Maintenant, on voit qu'il s'est plutôt bien adapté au poste de défenseur central. On sait qu'il a une patte. Il a une patte gauche, le petit GG. Et on sait que défensivement, on avait besoin de cette patte aussi, parce qu'on a Koubarsi, même si Koubarsi c'est plus compliqué cette saison, mais Koubarsi, il a cette patte. Et il nous manquait une patte gauche depuis le départ d'Inigo. Alors GG ne remplacera pas Inigo parce qu'Inigo c'était un crack ultime. Il a fait une saison tellement monumentale la saison dernière que rien qu'avec une seule saison il rentre dans les top défenseurs centraux de l'histoire du Barça. Limite le mec il a fait une saison mais masterclass Inigo, même s'il y a eu des ratés évidemment, mais il sort une saison monumentale et il part en héros là-dessus comme ça. Je l'ai toujours un peu en travers de la gorge, ça me fait toujours une petite pointe au cœur quand j'y pense, mais bon, en tout cas, voilà, et GG ne pourra pas vraiment remplacer Inigo parce que c'est Inigo, mais il fait le taf. Effectivement, il fait le taf. Et on peut remarquer que encore une fois, c'était le cas en 3e division avec le Barça B il y a 2 ans, et c'est le cas maintenant. C'est un joueur fiable, sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer, visiblement. Pour un coach, il peut s'appuyer sur ce genre de joueur. Donc voilà, maintenant, dire que bon, j'ai eu la vision, j'avais pas dit, vous verrez, GG le GOAT, il va devenir titulaire. Ça, j'aurais pas pu le prédire, franchement. Ensuite, il y a Liu Steel qui dit, t'en penses quoi du début de saison de Yamal sans les statistiques? Alors, je vous avoue que je ne regarde absolument pas les stats. Bon, après, j'aime bien regarder les stats plutôt de dribble, plutôt des trucs comme ça, tu vois. Donc, je vais aller voir les stats. Mais avant d'aller voir les stats, je vais donner mon avis. Parce que moi, j'ai un avis qui n'est pas... Il n'y a pas de stats. J'imagine que tu parles des passes D et les buts. Je sais même pas combien de buts ni de passes D il a mis. Donc tu vois, les stats, moi, ça m'intéresse pas. C'est pour vous dire à quel point... c'est pas ces stats-là qui m'intéressent. Moi, c'est les stats collectives. Le pressing, les buts marqués par rapport aux occasions, tout ce qui se passe collectivement. Les stats individuelles des joueurs, savoir combien il a mis de buts et s'il est en course pour le Pichichi, je m'en fous, mais complètement, mais tellement... Tellement. Donc, je trouve que Lamine Yamal fait une très bonne saison. Concrètement, il y a eu un passage un peu à vide quand on a su qu'il était blessé là, avec tous ces problèmes de blessures de pubalgie. Là, il y a eu quelques matchs où c'était beaucoup moins bon, mais dans l'ensemble, dans mes souvenirs, dans ce que je vois, Lamine il fait plutôt une bonne saison. Maintenant, bon, si on veut lier un peu ses perfs par rapport à ses stats, bah on peut dire aussi que peut-être qu'il fait moins de stats parce que Lewandowski met pas un but cette saison. Complicado. Il y avait pas Rafinha aussi pendant un moment. Donc Lamine Yamal, sans ses coéquipiers en attaque, bah c'est compliqué. C'est comme à l'époque, enfin à l'époque, c'est toujours plus ou moins le cas, mais c'est vrai qu'il fut un temps où Pedri, il créait un nombre d'occasions incalculable et il n'y avait jamais de passe D parce que devant ça finissait pas. Eh ben, bon c'est toujours un peu le cas, mais Pedri, voilà, ça l'empêchait pas de faire des bons matchs en soi, tu vois. Et Lamine Yamal, je trouve qu'il fait des bons matchs dans les différences qu'il fait, tout ça, dans les dribbles, je le trouve bon. Je sais pas si... Je pense pas qu'il fasse une meilleure saison que la saison dernière, mais je pense qu'il est un peu plus embêté par ses blessures là. Pubalgie, on sait qu'il y en a, ils ont déjà oublié qu'il avait une pubalgie, mais la pubalgie elle est toujours là. Et elle est là actuellement, il est toujours blessé, il joue blessé. C'est la pubalgie, c'est comme ça. Elle est là et tu dois faire avec, tu vois. Peut-être qu'elle disparaîtra à un moment, mais il faut du repos. Et Lamine Yamal continue à jouer. Donc voilà. Et je trouve qu'il fait des bonnes perfs en vrai. Maintenant, pour regarder un petit peu les stats, si dans les stats c'est plutôt pas mal, je sais pas. Alors cette saison, Lamine Yamal, je vais peut-être vous l'afficher en même temps que je le regarde, mais en termes de dribble, alors c'est la top 5 ligues européennes, donc les 5 grands championnats, sur le poste d'ailier. Évidemment, comparé les ailiers.
âge confondu, par 90 minutes. Lamine Yamal est premier dans les tirs, donc dans le nombre de tirs. Les dribbles tentés, il est premier. Les dribbles réussis, il est deuxième. Duel offensif, deuxième. Duel offensif gagné, deuxième. Action offensive réussie, deuxième. Course progressive, cinquième. Action progressive, cinquième. But plus passe décisive, sixième. Passe décisive, sixième. Passe en profondeur réussie, sixième. Voilà, bon, bah. Donc, toujours en termes de dribble en soi, de son profil à lui, disons, plutôt de dribbleur, de joueur qui fait la différence, il est premier dans les dribbles tentés. Dans les dribbles réussis, il est seulement deuxième, seulement. Je ne sais pas qui est le premier, je vous avoue, on ne voit pas là sur le graphique. Mais voilà, donc c'est un joueur qui ose toujours, qui tente, malgré sa blessure, malgré son petit passage à vide. Il tente toujours, c'est le premier en nombre de tirs. Pas en nombre de buts, mais en nombre de tirs, c'est le premier. Dribble tenté, les duels offensifs gagnés aussi, parce que duel offensif, c'est le nombre de duels, mais les duels gagnés, bah, c'est ce que tu gagnes. Hein. T'as beau tenter beaucoup de duels, c'est peut-être que tu les perds. Mais en tout cas, malgré sa blessure, malgré son... Peut-être un petit peu... il est un peu en moins bonne forme, bah, il continue à performer, je trouve. Si on regarde par rapport à la Liga, il est premier toujours en tir, ça c'est logique. Dribble tenté premier, dribble réussi premier, du coup. Donc en Europe, celui qui est premier en dribble réussi, c'est hors Liga. C'est peut-être Estevao, je crois qu'il est assez chaud cette saison. Ça se trouve, c'est lui, je sais pas, ça doit être peut-être en Angleterre. Duel offensif premier, duel offensif gagné premier, action offensive réussie premier, but plus passe décisive deuxième, but hors penalty plus passe D deuxième, passe clé deuxième, duel gagné deuxième, passe décisive troisième, course progressive troisième, touche dans la surface troisième, passe en profondeur réussie troisième, action progressive troisième, but quatrième, passe vers la surface quatrième, bref. En termes de statistiques, il est très bon, voilà. Et encore une fois, hein, on parle pas juste des statistiques but, passe D, là. Là, c'est vraiment les statistiques qui vont, moi, un peu plus m'intéresser. Ça va être la création, le danger par la passe, le danger par le dribble, le nombre de duels aussi réussis, tout ça. Donc, au final, tu vois, mon impression, sans regarder les stats, parce que de base, ça m'intéresse pas plus que ça, je dirais que Lamine Yamal fait une très bonne saison. Et au final, ça se vérifie dans les stats. Il est quasiment premier dans toutes les stats offensives. Il est premier de Liga déjà. Voire deuxième, troisième, quatrième en total Europe. Ce qui n'est pas dégueu pour un joueur blessé. Ensuite, il y a Diestro Torres qui dit « Salut, ça va ?» Bah écoute, ça va très bien et toi ? Penses-tu que Robert devient un problème devant ? Alors, il ne le devient pas, il l'est déjà. Il l'est déjà depuis quelques temps. Depuis 1 an à peu près. Je dirais... Mais bon, à l'époque, c'est vrai que certains pouvaient me dire « T'es dur avec Robert ». Et bon, je disais, bah non, j'attends quand même un peu plus d'un attaquant du Barça, peut-être. Surtout un attaquant expérimenté comme Robert. Maintenant, je suis conscient de son âge avancé, Robert, et je suis conscient que cet âge avancé, du coup, le fait qu'il soit plus lourd, plus lent dans ses décisions, plus lent dans son jeu, est un petit problème quand même pour le Barça, collectivement parlant. Maintenant, ça reste Robert, ça reste un grand attaquant, un grand buteur, un mec qui a du flair, un mec qui peut marquer à tout moment, comme je l'ai dit dans mon débrief hier, qui peut marquer un peu n'importe comment, parce qu'il est un peu élastique aussi, Robert. Il peut tendre sa jambe, son pied à 2 mètres de haut, faire un contrôle ou la dévier dans les cages. On sait pas comment il fait, mais en tout cas, il peut marquer des buts comme ça reste Robert Lewandowski. Il a ce côté grand buteur quand même. Mais dans le jeu, c'est un joueur qui ralentit de fou le jeu. C'est dans les matchs un peu compliqués comme ça, où tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'une attaque un peu plus dynamique, bah c'est pas lui qui va te l'apporter. Quand tu as besoin d'un attaquant qui redescend un petit peu pour participer au jeu, pour essayer de fluidifier le jeu, il redescend au pied, il demande, il fait une remise en une touche, il repart faire un appel, des trucs comme ça, bah Robert, c'est pas celui qui va t'aider. Donc évidemment, dans le jeu collectif, Robert est un problème. C'est pas le plus gros problème, peut-être, quoique. C'est peut-être un des plus gros problèmes pour moi depuis quelque temps, Robert. Et donc il ne le devient pas, il l'est déjà pour moi. Ça fait un petit moment déjà que je le dis. Mais bon, avec le temps, on verra si j'ai raison. Et j'aimerais avoir tort. J'aimerais que Robert me fasse mentir et que Robert claque des buts tous les week-ends, qu'il soit monumental dans le jeu, une touche, tac, tac, ça va hyper vite, il fluidifie, il garde pas la balle pendant 3 heures, tout ça, qu'il me fasse mentir et qu'il soit ultra pertinent collectivement et en attaque. J'aimerais beaucoup ça. Et après, je pourrais dire, bah je me suis trompé. Voilà, j'avais dit ça, de ce que je voyais par rapport au match, c'était mon avis, et je me suis trompé. Ça serait ni la première, ni la dernière. Dernière question de Sohail qui dit « Le match d'Eric Garcia est monstrueux.
tant à la récupération que le pressing. Il y a aussi Marco, j'enchaîne sur 2 questions, mais c'est en lien. Marco qui dit « Je vois pas de raison, entre parenthèses, si, pour laquelle Flick met Eric devant De Jong, mais ça veut dire beaucoup, du moins un poste de 6 pur. Eric prouve sur les derniers matchs que c'est plus stable. » Eric, monstrueux. Je crois que j'en ai même pas parlé dans le débrief d'hier parce que j'avais d'autres trucs à dire et que voilà, je n'ai pas mis forcément en avant le match d'Eric. Mais encore une fois, Eric Garcia, c'est une masterclass, on va dire. Masterclass dans un rôle d'ombre. Donc c'est difficile toujours de dire, bon, bah c'est une masterclass d'Eric. Parce qu'il a fait les efforts défensifs, il est toujours là pour le contre-pressing, les efforts, tu vois. C'est pas lui qu'on met en lumière parce que c'est typiquement un rôle de l'ombre, tu vois. Mais très gros match encore d'Eric Garcia, très solide, très fiable au milieu, qui fait les efforts, qui est toujours là pour harceler le porteur, pour défendre, pour apporter son soutien, son agressivité. Et puis dans le jeu aussi, avec le ballon, toujours il ne se cache pas, il vient demander les ballons, il participe au jeu, il joue assez vite, il fait des bonnes passes. C'est un très bon match de la part d'Eric. Donc comme tu l'as dit Marco, il a pris un peu la place de Frenkie dans les derniers matchs. Maintenant, ça m'étonnerait pas qu'on change un petit peu. Alors moi, c'est ce que j'aimerais bien voir quand même au bout d'un moment. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit déjà des fois par moment. Et c'est ce qu'on a vu en fin de match hier. Et pour moi, on doit s'appuyer et continuer là-dessus. On doit faire ça. Maintenant, il y a un problème avec ça, et j'y viendrai après. Mais déjà, le 4-3-3, avec un seul 6. Garcia, Casado, Bernal sont des joueurs qui peuvent jouer seuls en pivot. Voilà, pas obligé de jouer dans un double pivot. Ça permet à Pedri de potentiellement redescendre de temps en temps pour participer au jeu, mais aussi d'évoluer un cran plus haut. Et puis en pivot, voilà, d'avoir un joueur qui sait faire jouer ton équipe, jouer simplement aussi, que ça soit Bernal, qui a une qualité quand même supérieure aux 2 autres, avec ballon, quoique Garcia est plutôt très bon, mais Bernal au milieu, vraiment, il a cette intelligence de jeu, cette qualité surtout technique dans la passe. Casado, peut-être un peu moins de Bernal, mais Casado, ça va être un joueur plus, gratteur de ballon, un peu plus comme Garcia, disons. Maintenant, Garcia, il a l'avantage d'avoir un physique un peu plus imposant, pas beaucoup, mais un peu plus que Casado. Voilà, donc les duels de la tête, tout ça, même s'il a son masque, qui prend toujours des coups dans le nez, mais en tout cas, voilà. Bref, on a ces 3 joueurs-là qui peuvent évoluer en pivot. Et derrière, en relayeur, on peut mettre De Jong et on peut mettre Pedri. On peut les voir évoluer un peu plus haut. Fermin ou Olmo peuvent jouer aussi relayeur, tu vois, ils sont pas obligés de jouer 10 ou dans un rôle plus offensif. Ils peuvent jouer très bien relayeur avec un rôle de participer un peu plus au jeu, un peu plus bas, ce qu'avait fait Olmo dernièrement. Il avait été bon en plus de ça. C'était contre Bilbao peut-être, ou je sais plus, peut-être l'Atlético, j'en sais rien, l'Atlético je crois. Et c'était très bien, Donc voilà, le seul problème à jouer en 4-3-3 avec 2 relayeurs qui montent un cran plus haut, c'est que tes ailiers normalement, ils doivent potentiellement écarter un peu. Donc on a Lamine Yamal sur un côté, si les relayeurs montent très haut, ça dépend du rôle des relayeurs, tu vois. Si les relayeurs montent très haut, les ailiers vont pas rentrer dans l'axe et être collés aux relayeurs, tu vois. Il faut essayer d'occuper les espaces, les couloirs pour essayer d'étirer la défense adverse. Donc les ailiers vont devoir écarter. Sauf qu'à gauche, Rafinha, s'il colle la ligne, il va avoir moins d'impact sur les types, sur les attaques. Il va être du coup moins dangereux pour les adversaires. Et ça serait mal utilisé entre guillemets un peu Rafinha. Je pense qu'il est plus important dans l'axe. Donc après, on va me dire, on met Rafinha faux neuf. Mais je suis pas fan. Je vais expliquer tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le seul hic, on va dire. Maintenant, on peut très bien avoir des latéraux qui montent aussi, qui apportent offensivement. Donc on a des latéraux qui viennent occuper les couloirs. Peut-être Koundé un peu moins que Baldé de l'autre côté parce qu'il y a Lamine. Et que Lamine, il aime bien être un peu collé ligne de touche, tout ça. Mais côté gauche, on peut toujours avoir un Rafinha qui rentre dans l'axe avec un Baldé qui déborde. Ou l'inverse, hein. Des fois Rafinha collé et Baldé qui rentre à l'intérieur. Et un Pedri pas forcément aussi haut que de l'autre côté, tu vois. Ce qui serait quand même plus ou moins le même système que d'habitude. Tu vois, il n'y aurait pas vraiment un gros changement. Mais ça sera surtout dans les sorties de balles et dans l'animation au cœur du jeu, ça sera différent de jouer en 4-3-3 avec un seul 6. Après, dans les attaques, vraiment quand on est très haut sur le terrain, il y a un peu tout le monde en attaque, c'est un peu comme d'habitude. Il y a l'autre qui joue dans le demi-espace droit, dans tous les cas, il y a toujours en fait des couloirs à occuper. Vous savez, il y a des zones sur le terrain, il y a des zones quadrillées. J'ai plus le numéro des zones, il y a les 14, machin, des trucs. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps. Mais il y a des zones que tu dois occuper sur un terrain de foot. C'est presque des mathématiques. Hein. Et chaque joueur doit occuper une zone, une sorte de petit couloir, tu vois. T'as les couloirs côté terrain, le long des touches. T'as le couloir de l'axe de l'attaquant. Et t'as les couloirs dans les demi-espaces. Les fameux demi-espaces droit et demi-espaces gauche. Et ça, chaque joueur doit occuper un couloir, une zone.
tu vois. Donc dans tous les cas qu'on joue en 4-3-3 ou en je ne sais quoi, il faut occuper toujours ces zones-là. Donc ça ne changera pas. Bref, tout ça pour dire qu'Eric Garcia il a fait un très bon match. Je suis parti très loin, comme d'habitude. Mais oui, il a eu de la continuité. Actuellement, peut-être qu'il est devant Frenkie, je sais pas. Comme tu l'as dit, ça veut dire peut-être beaucoup qu'il soit devant De Jong. C'est aussi justifié vu les matchs qu'il fait. Il n'y a pas de raison que De Jong repasse devant lui alors qu'il fait des bons matchs. Bon, ça avait été le cas un peu la saison dernière quand De Jong était de retour. Non pas qu'il ne méritait pas de jouer, mais bon, Casado faisait une bonne saison, mais après il a été relayé sur le banc. Là, bon, actuellement, c'est moins le cas peut-être avec Garcia, mais je pense que Frenkie fera son retour de toute façon petit à petit dans le 11. Maintenant, comme je l'ai dit, peut-être qu'il fera son retour, mais dans un poste différent. Si Olmo et Fermin ne donnent pas satisfaction au coach, et que Garcia est toujours aussi fort, le temps que Bernal revienne, Casado actuellement est un peu hors débat, on va dire, pour le coach, visiblement. Donc, peut-être qu'on va continuer avec Garcia en 6, et peut-être en relayeur, Pedri et De Jong. C'est une possibilité. Je vous laisse ici les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait 1 heure que je tourne, je suis un peu claqué. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente journée, ciao.